à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast. Aujourd'hui, c'est le grand retour du Pifcast avec Laurent. Hello. Cyril. Hello. Et Xavier. Bonjour. Alors, nouvelle formule pour ce Pifcast 2018. Désormais, l'émission durera 1 heure. On commencera toujours par une rubrique qui s'appellera Dans l'œil du pif, où on parlera tous de nos derniers chocs ciné, positifs ou négatifs d'ailleurs. Ensuite, on traitera plus longuement d'un dossier. Alors aujourd'hui, on va parler des oubliés du top de 2017. Et on terminera en musique avec Cyril, qui nous a préparé une petite rubrique spéciale. Il va nous jouer de la flûte. Et puis parfois, il y aura des invités, des surprises. On vous dit pas tout, vous verrez. Nous-mêmes, on sait pas de toute façon. Donc bon, bah alors on commence, c'est parti. Alors c'est quoi le principe donc de l'œil du pif en fait Ah bah alors du coup, l'œil du pif, vous allez chacun nous dire et faire partager aux auditeurs en fait votre dernier coup de cœur ou ciné quoi. En fait. Ouais, le principe c'est le dernier film que vous avez, le dernier film que vous avez vu, pas forcément qui récent. Vous a marqué en fait. Même si vous avez revu un classique que vous avez découvert, vous n'avez jamais vu avant, ou vous avez vu 30 000 fois. Voilà. Et vous avez envie d'en parler en fait. C'est-à-dire on ne se refuse rien du nouveau. Bah du tiens, l'ancien. vas-y Cyril, puisque tu es. Je commence. Oui, vas-y, tu es lancé. Non, je voudrais mieux passer plutôt au milieu. Je laisse Xavier commencer. Eh bien, soit. Voilà, j'ai l'insigne honneur de commencer. Tu démarres cette rubrique. Je suis ému. Moi, tout simplement, je vais vous parler de Netflix. Il n'a pas compris le principe de la rubrique, il fait chier, quoi. Et donc, en l'occurrence, d'animation japonaise avec le nouveau Godzilla. Godzilla Planet of Monsters. Ah bah écoute, c'est bien, on va se battre, toi et moi. Ah bah. La soirée, on va se battre. Alors, Godzilla Planet of Monsters, en fait, c'est le 32e Godzilla, si je me souviens bien. Ah, c'est considéré vraiment comme un film il fait partie du canon officiel, même s'il n'a aucun rapport avec les anciens. C'est la première fois que Godzilla est en animation. Donc là, on est vraiment dans le pur délire 3D, 3D cel shading. Il n'y a pas eu un dessin animé américain, adapté du film américain? Si, tout à fait. Ouais, mais là, on parle du Japon, là. D'accord. Monsieur. Je ne prenais pas en compte les Américains. Petite précision, 3D cel shading de merde. Voilà. Ah, c'est ça votre point de divergence apparemment. Il y en a qui a aimé, pas l'autre. Et je crois savoir qui a aimé et qui n'a pas aimé. Hein. Non. En fait, moi je l'attendais beaucoup forcément parce que moi je suis très fan de Godzilla. Je sais que d'autres personnes autour de cette table le sont aussi. Du coup, j'étais aussi très curieux puisque là on partait vraiment dans un Godzilla, un délire totalement SF qui est beaucoup plus poussé que par exemple, je sais pas, un Final Wars ou autre délire. Là, on est vraiment dans le futur. L'humanité va se prendre une méchante fessée par un Godzilla plus que mécontent. Et même avec l'arrivée d'extraterrestres pour les aider, les humains vont se faire littéralement dégager de la planète Terre. Voilà. C'était la fin. Ouais, c'était bien. Et en fait, 20 ans plus tard, étant donné qu'ils vivent dans des conditions absolument horribles, beaucoup de vagues de suicides, de dépression, ils décident finalement de retourner sur Terre pour voir si Godzilla est encore vivant. Parce qu'ils étaient donc partis en vaisseau à la recherche d'une exoplanète. Et donc t'en parles parce que t'as aimé ou parce que t'as détesté? J'en parle parce que c'est marquant d'un point de vue... déjà, c'est de l'animation. Donc déjà, j'étais assez curieux de voir ce Godzilla en animation. Donc ça va être une trilogie. Et, donc 3 films. Voilà, bien. Et vu le délire SF, j'étais très curieux de voir ce qu'ils allaient faire. En espérant, par exemple, voir du Mecha Godzilla. On en voit. On en voit. 2 secondes. On en voit. Bah, il est voué à revenir. Oui, mais forcément. Voilà. Après, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? C'est très compliqué. C'est déjà, moi, tous les films en 3D, c'est le shading, je déteste. C'est horrible. Les Appleseed par exemple, je déteste. Il faut déjà signaler que Netflix a complètement flingué Blame, l'adaptation tout à fait. Ils ont retiré du manga génial de Tsutomu, notamment à cause de cette technique, et que c'est le même studio d'animation, Polygon Pictures, qui a fait Blame et qui a fait ce Godzilla. Voilà, et donc en plus ils ont tendance à nettoyer, à rendre très propre l'histoire, donc ça se voit surtout sur Blame. Godzilla forcément ça porte pas trop à conséquence, mais sur Blame en tout cas c'était assez honteux, quoi. Tout le côté glauque qu'il y avait était complètement enlevé pour faire un gros blockbuster bourrin. Il se trouve que Godzilla est aussi un gros blockbuster bourrin. C'est déjà plus à propos. Oui, mais... Le traitement de Godzilla est intéressant, c'est une espèce de punition divine vouée à détruire ces humains qui se la jouent, mais en fait, le film va se décomposer en 2 parties. On a donc le film dure 1h30.
On a à peu près 45 minutes de délire purement SF, très basé technophile. On a tendance à rappeler très souvent le plan pour l'arrivée sur Terre ou comment éclater Godzilla. Je crois qu'on le répète 4 fois. Donc il y a vraiment une tentative de faire durer le film. Et puis de retarder l'arrivée de Godzilla. 1 heure et demie, il ne méritait pas tant. Hein. Et par contre, les 3 derniers quarts d'heure, c'est juste du bourrinage non-stop. C'est une grosse scène d'action de 3 quarts d'heure. Oh oui. Oh. Le problème, c'est qu'il arrive après Shin Godzilla. Voilà. Notamment, c'est voilà. un des problèmes. Donc, qui a clôturé le pif en 2017. Voilà. Merci Véronique. D'un point de vue thématique, du coup, forcément, c'est vachement attirant si on se base sur le pitch. Le traitement lui-même est très survolé. Un des trucs en plus très intéressants du pitch que tu as oublié de mentionner, t'es nul, c'est que si c'est passé une vingtaine d'années pour les humains, grâce à... J'allais venir après. Bon, alors je me tais. Voilà, donc il y a un pitch qui est très intéressant à la base et qui en fait est très décevant tout le long du film. Ça va jamais plus loin, sauf dans les dernières minutes du film où en fait on a des rapprochements qui vont se faire sur la différence de temporalité. Pour les humains dans l'espace, il s'est passé 20 ans. Mais avec les différents passages de la vitesse de la lumière, en fait, sur Terre, il s'est écoulé 20 000 ans. Et on dirait qu'on est au travail, quoi. Et du coup, en fait, le film se termine sur des éléments scénaristiques super accrocheurs qui donnent vachement envie de voir la suite. Mais on a quand même eu l'impression d'avoir vu du vide intersidéral pendant 1 heure et demie. Donc je suis vraiment très partagé sur ce film. On en parle des ptérodactyles Godzilla dessinés par un gamin de 4 ans J'allais dire les caca-dragons volants qui arrivent. Vous m'avez pas convaincu là. Ouais. Donc, in fine, tu dis aux gens... Oui ou non. En fait, prenez-le comme un gros prologue. Il veut pas trancher. Ouais. Mais je peux pas trancher, je pourrais trancher quand j'aurai vu la suite. Soit la plus belle trancheuse de l'univers. S'il développe vraiment les pistes méga intéressantes qu'on peut voir, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Après, ce prologue dure 1 heure et demie et aurait pu durer 25 minutes, ça aurait été pareil. Bon, tout à fait. On attend la suite alors. Allez Laurent, à toi. Alors moi je vais faire très original par rapport à Xavier parce que je vais vous parler de Netflix et d'animation japonaise. Dis donc, ils sont donné le mot. Sachant qu'on explique que le principe c'est qu'aucun de nous ne savait de quoi on allait parler. Hein. Voilà. C'est des surprises. Moi je vais vous parler en revanche de Devilman Crybaby. Alors déjà vous arrêtez tout. Voilà. Vous ne l'écoutez plus, vous passez à autre chose. Réalisé par Yuasa Masada. Explique, par rapport au PIF aussi, il y a un lien entre Masada et... Tout à fait. Que je te laisse expliquer parce que je sens que tu as envie de parler. Non, je te laisse. Je m'en rappelle plus. Ah non, peut-être que je confonds. C'est pas le réalisateur de Mind Game Si. Oui, donc là, on a passé Mind Game au PIF en 2015. Tout à fait. Donc le réalisateur de Mind Game, un des animes long métrage les plus frappés qui soit, et qui s'est signalé aussi l'été dernier avec Lou et l'île aux sirènes, son excellent film familial. Donc a réalisé pour Netflix Devilman Crybaby dans son style inimitable, c'est-à-dire très naïf. Tout est animé en flash depuis 2 films. Il ne bosse que en flash en animation. Donc c'est forcément très désarçonnant pour qui ne connaît pas l'univers du monsieur et qui s'attend avec le sujet Devilman d'avoir quelque chose de très léché, de très. En même temps, quand on se rappelle du trait de Go Nagai dans le manga original, ça colle complètement, notamment dans le design des monstres à la fois naïf et pervers. Enfin, ça se mélange assez dérangeant. Peut-être Go Nagai pour ceux qui ne savent pas. Go Nagai, un des plus grands mangaka de l'histoire du manga, le papa de Mazinger Z, Goldorak, Cutioni, voilà, donc un grand monsieur. Violence Jack. Et donc voilà, Yuasa, lui, c'était son fantasme d'adapter Devilman. C'est le manga qui lui a procuré le plus gros choc dans sa jeunesse. Et il le fait avec un amour total, même si, Xavier, là où je te rejoins, c'est que les 2 premiers épisodes sont un peu, on va dire, le scénario manque un peu de fluidité. On ne sait pas trop où ça va, mais par contre, quand on retrouve ses marques, surtout quand on a eu le manga, parce que c'est d'une fidélité extrême, c'est assez jouissif. D'autant que tout en étant extrêmement fidèle, il rajoute une dimension méta, puisqu'il faut savoir que dans ce Devilman là, le dessin animé Devilman existe, les personnages le regardent, donc il y a un côté comme si finalement le manga de Go Nagai était une bible qui annonçait tout ce qui va se passer, donc c'est doublement respectueux tout en étant méta. Il a transformé le gang des petits branleurs qui aident au final le héros
on a une bande de rappeurs très cool qui sont une espèce de chœur antique en fait, qui raconte un peu l'histoire et tout. Enfin, il y a plein d'idées géniales. C'est désarçonnant visuellement, ça il vaut mieux le savoir. C'est très cul, très gore comme le manga d'origine. Justement là-dessus, moi pour l'instant, je suis vraiment fan de Devilman. C'est un des mangas que je préfère. Chez Go Nagai, pour moi, c'est vraiment ce qu'il a fait de mieux. J'ai juste vu le premier épisode, donc je ne me base que là-dessus. J'avoue que le premier épisode, j'ai détesté. Ah ouais. Voilà. Pourquoi il est très fidèle, le premier épisode. Cry Baby d'ailleurs, c'est un spin-off, c'est quoi Non, c'est qu'en fait pas du tout. En fait, le héros dans le manga. Non mais tu te tais maintenant. Non, le héros dans le manga au début, avant de se transformer en Devilman, c'est un jeune garçon assez pas pleutre, mais en tout cas qui pleure pour un oui ou pour un non. Voilà. Surtout parce qu'il est très émotif. Non pas que ce soit une chochotte, mais il est très émotif. Donc pleurnichard. Cry Baby veut dire pleurnichard. Et en fait, moi, en tout cas, dans le premier épisode, ce qui m'a un petit peu ennuyé, on peut le dire, c'est par exemple pour le sabbat. Il y a un moment, me taper, je crois qu'il dure 10 minutes le sabbat, à base de cul et de gore non-stop. Du coup, c'est le vendredi. C'est Shabbat, ça. Non, mais au bout d'un moment, franchement, c'est juste chiant, quoi. Le mec, t'as l'impression qu'il est en train de te sortir. Alors, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire un petit peu déviant? Tiens, je vais faire ça. Puis attends, il me faut un autre truc. Tiens, je vais faire ça. Et etc. Et au bout d'un moment, t'en as juste marre, quoi. J'ai l'impression que ton esprit est un peu distordu le temps, parce que dans mon souvenir, la scène. J'ai trouvé ça méga long, quoi. Mais juste méga long, quoi. Allez, vas-y, viens me toucher les seins. Et puis, tiens. Attends, on précise que Xavier, si tu le demandes, Xavier. C'est une phrase du film, attention. Et d'ailleurs, Cyril, tu disais aimer être au milieu, donc puisqu'on parle de. Ça se sera après l'émission. Dernière remarque aussi, il corrige un des plus gros défauts du manga, c'était le traitement du personnage féminin principal, qui est beaucoup plus intelligent dans la série que dans le manga. Ah, mais suite à tes conseils, je regarderai la suite et nous verrons. Voilà. Et puis moi je regarderai la suite de Godzilla et on pourra à nouveau se battre. Oui, non, là tu changeras pas d'avis. Donc je suis au milieu. Ça tombe bien, je ne vais pas parler de Netflix mais d'un film qui sort au cinéma. À la base, je voulais parler d'un film plus ancien parce que justement, je m'étais dit c'est cool de parler de films plus anciens. Je voulais parler de Body Double, mais finalement, n'en parle pas du coup. J'ai trouvé une autre idée finalement. J'ai eu la chance de voir un peu avant tout le monde le nouveau film de Pascal Logier, Ghostland. Ah non, tu vas me spoiler. Mais non, spoil pas. Il spoil pas ici. Oh là là, idiote. Donc, je parle à Laurent. Oui, bah oui. Donc voilà, j'ai eu la possibilité de voir le film grâce à Pascal à la première projection, ce qu'ils appellent vérification du DCP, donc la vérification du film qui sortira après en salle. Porte opposée aussi, c'est ça. Porte opposée, voilà et tout. Et il y avait donc les amis proches de Pascal. Il y avait Mylène Farmer qui était là avec des amis à elle et tout quoi. Et donc on était vraiment un petit comité. J'ai pu découvrir le film. Moi je ne savais rien du tout de l'histoire. Je savais pas. Je ne savais pas la durée du film, je ne connaissais pas le sujet, je ne savais rien, j'avais juste vu 2-3 photos et c'est tout ce que. Donc je suis allé vraiment vierge et tout, et j'adore ce que fait Pascal Logier, donc j'étais hyper content de pouvoir voir le film et tout. Donc juste un tout petit mot sur le projet, donc c'est son 4e film. Pour situer, il avait fait donc Saint-Ange, Martyr, The Secret et donc celui-là. Il avait fait entre The Secret et Ghostland un clip pour Mylène Farmer, donc c'est pour ça que du coup on retrouve dans Ghostland Mylène Farmer, qui est une actrice en fait qu'on voit peu en fait au cinéma. Elle a fait Giorgino de Laurent Boutonnat il y a longtemps. Elle a fait une voix dans Arthur et les Minimoys, mais depuis rien du tout. Donc la voir au cinéma c'est assez surprenant. Elle joue d'ailleurs très très bien dans le film. Le film est tourné en langue anglaise, un peu comme The Secret, et les 2 actrices principales sont Crystal Reed, donc qu'on avait vu dans les séries télé, surtout Gotham et Teen Wolf. Donc je pense que nous dans notre table ici, aucun n'a vu ça. Si, voilà. J'ai vu Gotham, c'est très bien. Et Anastasia Phillips, voilà, c'est les 2 actrices principales. Et donc en gros, je vais pas spoiler, t'inquiète pas Laurent. C'est donc une famille monoparentale, donc Mylène Farmer et ses 2 filles, elles vont dans une baraque en fait, elles mettent tout, elles veulent quitter un peu le monde actuel et tout quoi, et en chemin elles vont se retrouver à se faire emmerder par une sorte de camion avec des bonbons et tout quoi, et un mec dedans qui conduit qui a l'air chelou et tout quoi, et qui les suit et en fait qui va, une fois arrivé dans la maison, se retrouver à les séquestrer, à les tabasser, machin et tout, et ils vont se défendre, et voilà. Et ça, c'est le début du film. Je vais pas plus loin parce que il se passe plein de trucs dans l'histoire. Non, je cherche pas, il se bouche les oreilles, c'est rigolo. Alors que je n'ai absolument rien dévoilé à part le plot du film et tout. Et juste pour dire, le film se rapproche beaucoup en fait de ce qu'a pu être Martyr, c'est-à-dire un film plutôt intense, parce que je sais pas que c'est pas intense, mais c'était déjà plus un film à scénario, dans le sens qui prend son temps, machin et tout. Voilà, là c'est vachement plus un film qui marche sur l'ambiance, sur le côté oppressant. C'est un film qui est très ramassé, il fait qu'1h30 et qui est vraiment très 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 fort. Il y a, comme toujours chez Pascal, l'idée de vouloir faire un scénario qui va un peu plus loin que d'habitude, donc il y a toujours un petit moment où ça va un petit peu aller là où on n'attend pas.
Et voilà, c'était une expérience assez intéressante. Là, je sais que le film sera montré à Gérardmer dans pas de temps, donc quand vous allez écouter ce Pifcast, normalement, il aura été montré, il va être montré dans les jours qui arrivent à Gérardmer, donc plein d'autres gens donneront leur avis, donc il n'y a pas rien de... Voilà. Et ça fait peur ? Le film, moi j'ai pas spécialement eu peur en regardant le film, mais apparemment des retours qu'ils ont eu de projection à l'AFM avec les professionnels et tous ceux qui ont vu le film, les gens sont assez terrifiés, voilà quoi. Après nous on est peut-être des vieux après, on est souvent voilà et tout. Et une petite anecdote marrante, à la fin de la projection, Mylène Farmer avait perdu une bague apparemment importante et tout, et donc on a dû rechercher la bague dans la pièce, et c'était marrant de voir Mylène Farmer à quelle place en train de chercher sa bague, et ça casse un peu le mythe. Mais voilà, elle est très gentille d'ailleurs, et elle joue vraiment très 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 bien dans le film. Voilà, je le redis. Ce sera donc la phrase de Spiffcast, c'était marrant de voir Mylène Farmer à 4 pattes. Alors, chercher sa bague. Ensuite. Moi j'ai choisi un vieux film, désolé, voilà. C'est du cinéma et c'est un vieux film. En fait c'est un film que je voulais voir depuis longtemps, j'avais de grosses attentes du coup, pour pas dire que je fantasmais dessus. Fantasme 5 Ravager, c'est dommage. Non, donc du coup Fantasme de Don Coscarelli qui date de 1979. Don Coscarelli, juste pour info, on avait passé son dernier film John Dies at the End en 2012 en ouverture. Et en fait, alors je sais pas si je pitch le film rapidement, mais en gros, c'est deux frères qui habitent dans une ville, et en gros le plus jeune voit des choses étranges se passer dans le funérarium et le cimetière, et prévient son grand frère, et tous deux ils vont essayer de découvrir ce qui se passe. Donc, aidé par le marchand de glace. C'est vrai, qui a un catogan d'ailleurs. Voilà. Et en fait, j'ai adoré quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment à la hauteur de mes attentes. C'est vraiment tout ce que j'aime. C'est étrange, donc le décor du funérarium qui est hyper épuré comme ça, et en même temps très angoissant. C'est très dérangeant. C'est-à-dire le croque-mort quand même qui se transforme régulièrement en jeune femme sexy pour coincer des gens. Ça m'arrive tous les jours, ça. Et c'est parfois comique. Et là, je voudrais juste rappeler une scène pour ceux qui l'ont vu et qui spoilera pas ceux qui l'ont pas vu. Mais en gros, à un moment donné, le petit garçon essaie de convaincre son grand frère qu'il se passe des trucs bizarres. Et du coup, il avait coupé un doigt du croque-mort qu'il a mis dans une boîte, qui continue de bouger. Du coup, il le montre à son frère qui ouvre la boîte, qui le regarde, qui fait « Ok, je te crois ». De manière hyper sérieuse. Je me suis dit « Bah oui, évidemment ». Bref, c'est exactement ce qui se passe dans mes rêves et dans mes cauchemars. Donc, je pense que Don et moi, on rêve des mêmes choses. Et surtout, en gros, si je l'ai vu, c'est parce qu'il était dispo à la demande, parce que Ciné Plus fait une intégrale Fantasme en ce moment, et je me demande, est-ce que je dois continuer ? Est-ce que je vais être déçu ? Oui, c'est curieux à chaque fois, mais ça vaut toujours le coup. D'accord. Même le dernier dont on se moquait, Fantasme 5 Ravager, qui n'est pas réalisé par Coscarelli, qui en fait est né d'un projet de film de potes entre le week-end par le réalisateur des scènes d'animation de John Dies at the End. Et finalement, en fait, Coscarelli s'est dit bah, tiens, c'est rigolo, je vais écrire un scénario en entier. Et, c'est super attachant, même si c'est à peu près horrible à regarder, mais c'est très attachant. Et puis le 2, ils ont tous des particularités qui font que à la fois tu te dis ouais non, et à la fois tu te dis ah ouais. Les deux premiers c'est un peu comme Evil Dead. Le premier il est assez sérieux, et le 2 il est plus action, fun. C'est vraiment axé action. Le plus drôle c'est le 3 avec le personnage du gamin, un peu comme Evil Dead d'ailleurs, à la Home Alone. Et d'ailleurs il y a un détail très important, vous n'en parlez pas, c'est qu'en fait les suites de Fantasme se finissent, commence là où finissent le précédent. D'accord. Donc on peut vraiment regarder tous les fantasmes comme une très longue histoire. Et pour le petit détail, à la place de Ravager, fut un temps, c'était Roger Avary qui aurait dû créer la fin de la saga. Il y a un scénario gros budget. Voilà, qui du coup n'a jamais été fait. Mais sachez que le scénario est disponible sur Internet. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai adoré la musique. Et je me suis dit qu'en fait, je la connaissais déjà parce qu'elle passe souvent pendant le pif. J'ai remarqué dans la salle. Et il y a quand même aussi deux très très grands méchants du cinéma d'horreur. Donc certes, le croque-mort, donc The Tall Man, mais surtout les putains de sphères qui sont... J'ai eu la chance de parler avec Don Coscarelli à la sortie du premier Fantasme en Blu-ray en France l'année dernière. Et le rapprochement avec Evil Dead est pas innocent en fait, parce que ils ont même pensé à un moment donné faire une rencontre Reggie. Ça aurait été drôle ça. Et il y a plein de rapprochements comme ça. Les deux personnages ont chacun une voiture fétiche. Les deux personnages sont des mecs totalement normaux qui se retrouvent à combattre des forces du mal. C'est assez intéressant. Et une fun fact, du coup, vu que tu as vu le film récemment, la version qu'on a vue beaucoup en ce moment qui est restaurée, on la doit à J.J. Abrams qui
à financer à ses propres fonds la restauration du film, parce qu'il aimait beaucoup le film et qu'il voulait... C'est venu même d'un autre truc, c'est qu'il a appelé Don Coscarelli en lui disant oui, monsieur Coscarelli, en fait je voudrais montrer le film à des gens de ma boîte. Il n'y avait pas de matériel. Mais est-ce que vous avez une bonne copie et tout, et il lui a dit, Coscarelli a répondu j'ai une copie 35 mais elle est pas en très bon état et tout. Et J.J. Abrams fait c'est un scandale, on fait une remasterisation. Ouais. Sympa, J.J. Très cool. Très bien, merci. Et on passe au dossier. Début d'année oblige, tous les médias spécialisés et les internets se sont prêtés au jeu du top 10 des meilleurs films de 2017. Et à la lecture de ces diverses sélections, nous avons tous ressenti la frustration de ne pas avoir y figuré un film. Alors, tels des justiciers masqués, nous avons décidé aujourd'hui dans ce podcast de d'utiliser ce podcast comme une tribune, en fait, pour crier haut et fort notre amour pour ces films. Tiens, Laurent, toi, quel film tu aurais aimé voir ? Un film que j'ai fait figurer pour le coup dans mon top personnel de Mad Movies avec haut et fort et beaucoup de fierté et un peu de honte. Mais alors c'est Ghost in the Shell de Rupert Sanders, l'adaptation donc de l'animé de Mamoru Oshii, qui était lui-même une adaptation du manga de Masamune Shirow. Donc je vois déjà Xavier, une lueur prédatrice dans ses yeux. Il s'apprête à fondre sur moi comme un aigle sur une pauvre petite souris. Je vais écouter tes arguments. Et à me mettre en morceaux. Mes arguments, ils sont assez rapides. Le film est de toute manière hyper perdant, quelle que soit sa façon de faire. Hyper perdant aux yeux du monde, puisque entre ceux qui réclament une fidélité absolue, ceux qui réclament de l'originalité, ceux qui connaissent pas le projet et qui s'en foutent. Voilà, le film ne contentera personne. C'était une entreprise assez suicidaire. Déjà, je trouve ça assez admirable de la part de Rupert Sanders de s'y être attaqué avec autant d'envie, parce que le film, déjà visuellement, est vraiment très très beau. Je trouve que c'est un des plus beaux production design de l'année. Xavier est en train de hocher la tête. Il faudrait une vidéo juste pour cette. C'est quand même l'année 2049 de Blade Runner 2049 d'ailleurs. Oui. Et donc, non, mais on va tu le mets devant. Le fait est que le film ne peut pas réinventer un monde. D'ailleurs, c'était le même problème qu'a eu Blade Runner 2049. Le film ne peut pas réinventer un monde parce qu'il se base sur un manga, deux films cinéma animés. 2 séries différentes d'animation, etc. Et donc, il doit attirer tous les gens qui ont aimé un jour Ghost in the Shell. Donc forcément, il y a un côté plus petit dénominateur commun de tous les gens qui sont susceptibles d'aimer Ghost in the Shell. Donc il faut respecter une certaine logique d'univers. D'ailleurs, par exemple, le film utilise aussi des technologies plus modernes qui n'ont jamais été intégrées dans le manga ou les séries ou les films animés, puisque en fait toutes ces publicités qui se matérialisent dans la rue dans le film sont en fait de la réalité augmentée, ou de la repompe de Blade Runner aussi, qui sont uniquement projetées à l'intérieur de l'esprit de chaque ghost, de chaque personne qui a un implant cyborg en lui, et donc qui est de la publicité ciblée. Donc rien qu'en ça, le film a une approche quand même un petit peu plus subtile que ce qu'on pourrait penser. Ensuite, le film reprend des séquences de culte de l'anime, des 2 animes d'ailleurs, en les réagençant quand même un petit peu pour les faire exister dans un récit d'origine, car oui, le film ne raconte pas ce que racontait le premier film animé, il raconte une histoire à part entière qui va un peu piocher aussi dans la série télé de Kenji Kamiyama, qui est Ghost in the Shell Standalone Complex, pour faire une espèce de petit gloobie-boulga, certes, mais qui raconte quoi ? Qui raconte comment une femme japonaise qui est une opposante politique au pouvoir en place est attrapée, brainwashée et dont l'esprit est transféré dans le corps d'une blanche pour devenir l'arme d'une multinationale. Sur ce, on a beaucoup accusé le film de whitewashing. C'est le sujet même du film. C'est-à-dire, le film arrive à parler de whitewashing. Les remarques étaient avant que le film soit montré, en fait. C'était sur le principe du casting. On a continué après. Hein. On a continué. Donne-moi des noms. Ah bah, j'ai vu le Honest Trailer. Tiens, j'ai regardé il y a 2 jours le Honest Trailer de. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des connards, certes, mais c'est une voix dominante dans la gogol, quoi. La geekosphère. Hein, ça ressemble à fachosphère, c'est bizarre d'ailleurs. Tu dis que mes sphères après. Et donc. C'est un fantasme, les sphères. Et donc voilà, le film fait de son sujet justement. Le vol de l'identité d'une personne asiatique par une multinationale
pour en faire un produit blanc. C'est le sujet du film. Donc déjà, quand les gens qui voient le film ne veulent pas aller au-delà de ne veulent pas aller jusqu'à cette analyse qui est pourtant évidente, en disant oui c'est nul, c'est juste un remake, ouais c'est Scarlett Johansson. Pourquoi c'est Scarlett Johansson? Parce que sans Scarlett Johansson, tu fais pas un film à 120 millions de boules déjà. Tu fais un film avec un gros boule déjà. Voilà. Il faut une actrice qui soit assez solide pour supporter un tel budget. Accessoirement, même Mamoru Oshii a validé de son côté Scarlett Johansson. Ouais. Il dit que c'était sûrement la meilleure actrice. Alors après, il a pris son chèque, je pense, mais je pense que c'est des virements maintenant. C'est rare qu'on fasse des chèques encore dans l'histoire. Mais il a pris ses bitcoins et puis il a fait ok, c'est bon. Et du coup, je trouve le film déjà assez touchant puisque déjà quand même Scarlett Johansson, il faut qu'elle ait le courage de jouer quelqu'un qui n'est pas elle non seulement, mais qui est en plus un commentaire sur ce elle véhicule en tant que star hollywoodienne, c'est-à-dire l'appropriation d'une autre culture. Donc déjà ça, je trouve ça assez courageux de sa part. Je trouve que c'est aussi l'occasion d'une très belle scène, une des seules scènes naturalistes du film, c'est la rencontre avec sa vraie mère, qui est très très belle, qui est très touchante, avec un beau duo d'actrices. Après, je trouve visuellement le film à tomber par terre, la profondeur de champ est magnifique. Moi, je l'ai vu en 3D alors qu'il n'a pas été tourné en 3D native, et pourtant la transposition 3D en post-production est magnifique, et ça tient vraiment à la façon dont le réalisateur Rupert Sanders utilise la profondeur de champ. Mais il est très bon ce garçon, il avait déjà fait Blanche-Neige et le chasseur, que personnellement j'avais trouvé assez original dans son traitement visuel. Et même d'ailleurs tonal, et il avait fait aussi un excellent court-métrage, peut-être la seule bonne adaptation de Black Hole, de la BD Black Hole de Charles Burns. Qui n'a pas aimé, qui a aimé du coup ici dans la table? J'ai pas fini ma phrase, tu vas te calmer, oui. Et voilà, le film visuellement il est inattaquable. Je trouve. Xavier est encore en train d'aiguiser ses couteaux. Thématiquement, il est très intéressant parce qu'il va finalement bien au-delà de la simple histoire d'origine du Major. Et voilà, donc voilà, ça s'est pris une volée de bois vert. Moi, je trouve que c'est respectueux tout en étant un peu audacieux, tout en étant très respectueux. Voilà, ça évolue sur une corde raide que je trouve assez magistrale. Tout le monde l'a vu là, du coup, Cyril et Xavier? Moi, j'ai découvert hier soir, comme je disais tout à l'heure en off. Alors, tu veux donner ton avis? Moi, ni je l'aimais, ni j'ai bien aimé, ni j'ai détesté. En fait, j'ai trouvé ça beau, en fait, c'est assez joli. Johansson assez impliqué, je trouve qu'elle est assez impliquée. On reconnaît bien pas mal de scènes de l'animé que j'ai jamais trop non plus porté, tu vois, dans mon cœur énormément. J'aime bien, mais je trouve toujours un peu trop verbeux. Là, si c'était verbeux, ça m'a un peu fait chier par moments, mais il y a des scènes d'action sympas, des moments un peu Z. Quand elle se bat dans le nightclub, à un moment, il y a des accélérés. Je sais c'est quoi ce truc-là tout pourri. Moi, ce que je sauverais, ça ressemble à John Wick bizarrement. Ouais. Ce que je sauverais par contre et que tu n'as pas cité, c'est la BO qui est à la fois donc composée par Clint Mansell, mais surtout par Lorne Balfeu, et qui est vraiment superbe en fait, et que j'ai découvert d'ailleurs suite à la projection du film. Je voulais écouter la BO qui apparemment n'a pas été éditée, elle a été annulée au dernier moment. Donc le compositeur, d'ailleurs sachez-le, il l'a mis officiellement, il a mis la BO via un sujet Reddit, il l'a mis lui-même sur une sorte de WeTransfer, il a filé sa BO entière, donc elle est écoutable à côté, elle est vraiment très très bien, et elle est à l'image du film, c'est-à-dire qu'elle ne cite pas la musique de Kenji Kawai, et quand elle le fait, c'est très pertinent, c'est-à-dire c'est seulement à la fin quand le personnage est devenu ce qu'il est censé devenir, et là la musique de Kenji Kawai arrive, donc il y a du sens même là. Et c'est plutôt beau, mais je n'en ai rien eu à foutre, mais je déteste pas par contre, voilà. Moi perso je suis team Cyril, donc exactement pareil. Comment tu... Non mais je m'en fous un peu en fait. Ouais, c'est pas vilain, mais t'as envie d'aimer, mais... Laissez les 2 minutes 20 à Xavier, qui reste même pas 1 minute 40 pour me défoncer. C'est pour ça. Vas-y, Xavier. Je vais pas te défoncer. Non, mais c'est en fait pour moi, c'est le film, je vais pas dire que j'ai détesté, c'est globalement, je m'en foutais royalement en sortant de la salle, quoi. J'aurais aimé aimer le film, je me suis globalement vachement ennuyé. Le propos, oui, bon, japonaise, militante, machin et tout, ouais, bon... Je trouve pas ça très très bien mis en place. Enfin, du coup, je trouve ça un peu fake, mais c'est mon point de vue perso. Donc voilà, c'est mon ressenti. Non, mais après le film, moi à la base, j'ai un peu fait les choses dans l'ordre. J'ai lu le manga, j'ai vu le film de Oshii. Les 2 films de Oshii, j'ai vu la série, j'ai vu les films tirés de la série, j'ai même vu le ride. On rappelle que Xavier ne dort pas, on l'a déjà dit par le passé, voilà, mais voilà, en fait,
Le manga de Shiro, il a énormément de facettes. De ces facettes, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je m'en fous que tu adaptes le truc. Mamoru Oshii, de toute façon, on a beau dire ce qu'on veut. Déjà, non, ce n'est pas. Il détestait le manga. J'aime le film, j'aime beaucoup le film. Pour moi, ce n'est pas le 2001 de l'animation, personnellement. Il s'intéressait seulement à une certaine partie. Il s'intéressait seulement à une certaine partie du manga qu'il a adapté. Donc, on peut dire que quelque part, le film est une trahison. La série télé s'intéresse surtout au côté thriller, action, politique. Quelque part, c'est aussi une trahison. Donc, pareil, on s'en fout que ce soit des vraies bonnes adaptations. La dernière série animée, Rise, c'est nul. Elle oublie complètement les origin stories déjà narrées avant. Voilà, mais après, c'est un gloobie-boulga pour moi. Il y a un petit peu du manga, un petit peu du film, un petit peu de innocence qui est plus éloigné de Shiro. Qui est le chef-d'œuvre de toute la galaxie. C'est adapté en plus t'as des morceaux des films, de la série télé. Enfin, pour moi, c'est un gros bordel qui n'a pas vraiment de sens. Voilà, c'est tout. Et du coup, comme tu as la parole, Xavier, et tu parlais de Gooby-Goulba, voilà, là, c'est pour faire un vilain jeu de mots honteux. Attention honteux. Dis-nous donc le film que tu as choisi. Alors, donc moi, j'ai choisi le film Bahubali 2, alias Bahubali, la conclusion, alias la légende de Bahubali, deuxième partie. Alors, petit aparté, arrêtons s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez de foutre des légendes à tous ces putains de titres dès qu'il s'agit d'un truc d'Asie. Parce que c'est pas une légende. Mais oui. Tu vends pour le film de Ridley Scott alors du coup Hein? Ça dit rien? Légende d'automne. Est-ce que tu préciserais aidez-moi. Précise la nationalité de ce film quand même. Ah oui. Donc c'est un film indien. Indien ou tamoul? C'est un film telugu. Ah voilà. Voilà, et donc en fait, la partie est finie. Bahubali 2, alors oui, pour tous ceux qui sont assez hermétiques du cinéma indien, je vous le dis tout de suite, oui, il s'agit d'un film de 3 heures. 2h48. Voilà, il s'agit donc de la deuxième partie, donc oui, il y a une première partie qui dure presque 3 heures aussi. Je vous le dis tout de suite aussi, oui, il y a des chansons, donc voilà, là tout de suite, d'entrée de jeu, j'ai déjà perdu les 3/4 des auditeurs. Ils auraient tort. Mais vous auriez tort, parce que franchement, je peux vous garantir qu'au niveau blockbuster, c'est ce que j'ai vu mieux depuis des années. Ça démoule. Il y a plein de choses pourtant qui, moi, ne me plaisent pas dans le film. Il y a une volonté déjà de tout numérique. Voilà, donc je suis désolé, l'attaque des clones, j'y ai pensé en regardant le film. Il y a encore beaucoup de décors en dur quand même. Tu parles vraiment de tout ce qui est un peu. Il y en a quelques-uns, mais. Pas des masses, j'ai l'impression. Ah ouais, moi j'ai souvenir de décors en dur. Bah, en fait, étant donné qu'il veut avoir une réalisation très large, très ample, énormément de plans larges, énormément de CGI. Parle du réalisateur déjà, parce que c'est pas un. Alors le réalisateur. C'est un lien en plus avec un ancien Pifcast. Voilà, en fait, j'avais déjà vanté les mérites de son précédent film. Non, c'est moi. Donc. C'était Laurent? Non, les gars, j'en ai parlé. Non, c'était moi. Non, c'était moi. C'était Xavier. On fait pas l'histoire, Laurent. Non, c'était moi. Je me casse. Voilà. Donc, en fait, j'en avais parlé. Bon, S.S. Rajamouli, c'est un réalisateur qui bosse depuis déjà très très longtemps. Je crois que Bahubali, ça va être son 10e, 12e film, je sais plus. C'est pas non plus son premier film type péplum, film d'épée. En France, on peut donc voir son film Ega retitré Maki sur Netflix. Donc c'est l'histoire d'un homme qui va se faire assassiner par un prétendant rival de son aimé et va être ressuscité sous la forme d'une mouche et décider de se venger. C'est un chef-d'œuvre, allez le voir tout de suite. Voilà, pour moi, c'est un blockbuster phénoménal, inventif, bourré. C'est un film qui buzz. Non, c'est bourré d'action, c'est drôle, c'est émouvant. Enfin, j'ai énormément de qualités que j'ai retrouvées dans Bahubali. Et grande qualité, plus précisément, de Bahubali 2, c'est que déjà le premier, j'avais trouvé ça super chouette. Vraiment, j'ai passé un super moment, mais le 2, il monte encore la barre plus haut, quoi. Alors, je précise encore quelque chose. On est quand même dans une époque où on aime la noirceur, on aime vraiment avoir des histoires plutôt sombres. Genre Batman version oui, Nolan. voilà, enfin il y a toujours on aime avoir une sorte de petit pessimisme comme ça dans l'histoire. Là, plutôt Batman version oui. Là, on est vraiment dans quelque chose de très optimiste. Beaucoup trouveront que c'est un film naïf. Mais bon, mais franchement, enfin, c'est le cinéma indien aussi, populaire indien. Et... Voilà, mais il y a un moment, franchement, ça fait du bien, quoi. Voilà, oui, on a un héros.
dans la première partie, le héros va être montré tel un demi-dieu. Il réussit tout, il est beau, il est fort. Oui, ok. Il est pas très beau pourtant. Mais vous arrêtez pas à ça. Vraiment, c'est super inventif. Donc pour ceux qui ont déjà vu le premier, je vais faire un petit récap très très rapide. Donc en fait, nous voyons une femme en fait qui tient un bébé qui est pourchassé et qui donc se prend une flèche dans le dos, et au moment de mourir, elle tombe dans une rivière, et au moment de mourir, elle demande à Shiva de l'aider, parce que même si elle peut mourir, cet enfant ne doit pas mourir. Donc finalement, Shiva va aider la dame en question, et l'enfant va survivre. On va retrouver cet enfant 20 ans plus tard, et il a une sorte d'obsession. En fait, il vit dans une vallée, et il a cette obsession d'aller en haut d'une montagne pour voir ce qu'il y a au-delà, sans savoir qu'au-delà, il va découvrir la vérité sur sa propre histoire, sur qui il est vraiment. Et donc tout le film va nous montrer son périple, où il découvre le monde extérieur et ses origines, et le film va se finir sur un cliffhanger que je ne vous révélerai pas, mais qui était quand même un des meilleurs cliffhangers que j'ai vu depuis longtemps. Moi, quand j'ai vu ce cliffhanger-là, je crevais d'envie de voir la suite, quoi. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Cliffhanger au bout d'une montagne. Voilà. Oh, bien vu. Et du coup, tu crées une envie, mais la bonne nouvelle, c'est que... Donc du coup, le 2 arrive et reprend très exactement où l'autre avait commencé, et l'histoire, en fait, s'avère passionnante. En fait, la nature du cliffhanger de la fin du premier était une question qu'on va se poser, où en fait, on va révéler le destin d'un personnage, mais en te laissant dans l'incapacité de comprendre comment ce que tu vois est possible. Et donc du coup, tout le film va te montrer toute la construction qui est amenée à ce moment précis, et du coup c'est passionnant, c'est beau. Du coup, il y a quelque chose de très intéressant en fait de changer de personnage, parce que du coup on est encore plus axé dans le passé. Donc du coup c'est assez étrange, on a suivi des personnes pendant 3 heures, après deviennent des personnages secondaires, les personnages secondaires du premier deviennent les personnages principaux. Il y a quelque chose de vraiment super intéressant, et à un moment donné ça part complètement en sucette, et alors là vous allez voir des scènes d'action de malade. Alors, justement, moi je parlais de comment j'ai découvert le film. Je savais que le film était un peu connu, j'avais zappé le premier, j'avais pas forcément vu. Le 2 sortait, et j'ai vu comme beaucoup de gens des petits extraits de petits gifs sur internet, et j'ai dit mais c'est quoi ce machin, le fameux gif avec la catapulte qui jette les manœuvres, voilà. Et j'ai fait je veux voir ce truc. En fait, il jette des soldats qui se retrouvent à se retrouver comme une boule, voilà, boule en fait, de soldats, les Romains dans les boucliers, ils s'agglutinent tels les Romains. Après, on a Astérix, tu vois, il y a des catapultes faites avec des palmiers pour les jeter dans le palais ennemi. Et en l'air, ils font une sorte de toupie. Enfin, c'est complètement fou quand tu vois le truc. Mais c'est complètement fou ce film. Donc je me suis dit tiens, il y avait le 2 qui passait au Grand Rex, et j'avais pas vu le 1. Je me suis fait un dimanche. Je me suis fait le 1 dans l'après-midi, et j'étais voir le soir le second. Et je dis ça juste pour les gens qui auraient peur de voir 2 films de 3h30 ou de 3 heures. C'est qu'en fait, c'est l'équivalent de 6 séries télé d'une heure. En fait. Non, mais c'est con à dire, mais on est prêt à s'enfiler des fois de 6 séries télé, 6 épisodes dans un week-end. Et là, franchement, il faut voir ça comme ça. Moi, c'est un de mes films préférés de l'année aussi. J'ai trouvé ça dément. Et au-delà du côté réjouissant, machin et tout, c'est bien fait. Les musiques, elles sont mortelles. Moi, je les écoute souvent. Et les idées de mise en scène sont. Ouais, c'est ouf. C'est souvent les gens disaient c'est du Choyark. C'est vraiment ça. C'est Michael Bay, Zack Snyder. Ça atomise tout ça. Tout mélangé dans un même truc. Ils se font pas la tête. Ils ont envie de faire un truc. Ils le font. Ils s'en foutent du temps dire à tout. Moi, j'avais pas retrouvé ce grain de folie depuis le cinéma de Hong Kong d'avant la rétrocession. J'ai beaucoup pensé à la légende de Zoo. Et voilà, exactement. Le film est magique, et je peux vous garantir que même après 6 heures avec ces personnages-là, vous avez qu'une envie, c'est continuer. Moi, j'étais en salle, j'étais en furie quand je suis sorti de la salle. Je me suis dit, c'est mortel ce truc et tout. Moi, c'est la déception, c'est que les 40 dernières minutes du 2 pouvaient faire un 3e film en fait. Oui, c'est vrai. Il y a un choix de rusher vers la conclusion, alors que on aurait pu avoir une espèce de 2e cliffhanger finalement très proche de celui du premier, qui aurait relancé encore le truc pour un 3e film. Mais c'est sûr, il n'y en aura pas de 3e. Non, c'est sûr, il n'y aura pas de 3e. Il fait d'autres projets, je crois. Je sais pas trop ce qu'il va faire pour l'instant, parce que ça a quand même pris 5 ans de sa vie là, de faire ça. J'espère qu'il va faire IGA 2. Plus gros budget indien, plus gros succès indien mondial. Ça a cartonné, même en France, ça a bien marché. Ça a vraiment. Ça va sortir en vidéo un jour ou pas? Parce que ça, je trouve ça fou. Il y a de quoi faire un Blu-ray. Et au niveau de l'histoire, ça évoque à la fois le Mahabharata, donc poème épique, comme la revue Chandamama, qui était c'est une revue classique en Inde qui raconte des histoires épiques avec des petites illustrations. Enfin, c'est cultissime.
Enfin, franchement, regardez-le, quoi. C'est juste mortel. Faites-vous plaisir. Bah, Véronique, du coup, quel est ton film ? J'ai choisi It Comes at Night de Trey Edward Shults. Donc il a peu été Papa cité. Schultz, oui. Schultz. Il a peu été cité dans les tops et pourtant, moi je trouve qu'il devrait être dans tous les tops des magazines spécialisés cinéma fantastique, par exemple. Il est dans le nôtre. Non, il est dans quelqu'un l'a mis. Ouais, voilà, il était même mais pas moi, il a premier. failli. Il était 11e. Ouais, bon. Du coup, It Comes at Night, rapidement, en fait, ça décrit le quotidien d'une famille qui vit reclus dans la forêt, visiblement survivante d'une catastrophe épidémiologique de grande ampleur. Donc, en fait, ça se commence directement par la mort d'un des membres de cette famille, donc le grand-père, une vilaine maladie de peau, visiblement. Et en fait, le quotidien de cette famille, donc, qui vit quand même sans électricité, donc on sent que c'est un peu fin du monde, est perturbé par l'arrivée d'un intrus qui va troubler leur quotidien. Donc j'en dis pas plus sur le pitch parce que de toute façon on va voir que c'est pas nécessaire. Non, c'est pas un film qui tient en plus sur l'originalité fondamentale de son histoire, quoi. On va y revenir. C'est plus le traitement. Oui, donc effectivement, le traitement, c'est-à-dire que c'est un film que je trouve vraiment hyper beau, quoi. Enfin, l'image, l'éclairage, la lumière est vraiment magnifique. Les cadres sont hyper travaillés. La réalisation est assez épurée, mais il y a toujours ces espèces de longs travelling avant, très lents. Super flippant. J'ai pas flippé de voir un travelling comme ça depuis très longtemps. C'est ça, il y a une espèce d'économie de moyens qui fait qu'on est terrassé de frayeur. Le casting en plus, alors je tiens à souligner quand même qui décrit donc un couple mixte, c'est toujours bien dans le cinéma, surtout c'est-à-dire quand un homme et une femme, tu veux dire? Voilà. Non, donc interracial on va dire, mais en fait et c'est pas le sujet du film. Alors c'est transparent dans l'histoire. Et ce qui est bien, c'est que souvent ça n'a aucun impact sur l'histoire. C'est ça qui est bien. C'est pas du tout. Voilà, on s'embalèque comme dans The Last Girl d'ailleurs l'année dernière aussi, où la petite fille. Mais du coup, c'est bien parce que je me dis que le ciné de genre en général est toujours à la pointe de la modernité sur ces trucs-là. Donc peut-être que ça va généraliser dans le cinéma en général et qu'on fera plus qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. En 2018, on se dit quand même que c'est un truc précurseur. Donc ça devrait être la base depuis des années, mais c'est. Ouais. Bref. As-tu remarqué dans le film les changements de ratio de l'image? C'est très subtil. En fait, plus le film avance et plus le cinémascope est de plus en plus étroit. Un peu comme ce qu'avait fait Xavier Dolan dans Tom à la ferme, mais là d'une façon subtile, parce que Xavier Dolan il commence avec un 85 et il finit en 4.50. Enfin, c'était n'importe quoi au bout d'un moment. Non, là c'est très subtil, c'est-à-dire que vraiment dans toute la partie plus anxiogène du film, le scope se resserre pour finir vraiment sur des très gros plans de visage qui sont complètement enserrés et c'est fait très subtilement. Je l'ai vraiment remarqué avec le Blu-ray en faisant un retour très rapide au premier chapitre pour voir que c'était pas le même ratio. Donc n'allez pas voir des films chez Laurent, il fait des allers-retours pendant le film, c'est chiant, quoi. Et dernier point formel, la musique évidemment, que j'ai vraiment adoré. Peut-être que toi Cyril t'as aussi. On en parle après. Mais en tout cas, c'est Brian Mycomber qui avait aussi fait la musique de Ugly. Donc très bon film aussi. Et en fait, elle participe à l'intensité du film. Et en fait, l'intensité du film, c'est exactement pour ça que j'aime ce film. En fait, c'est-à-dire que c'est un film qui est intense dès la première scène. C'est-à-dire cette scène où le grand-père meurt, en peu d'effets, en peu de mots, on est dedans directement. Et en fait, le film ne nous lâche plus pendant 1h30. On est vraiment tout le temps dans cette ambiance de malaise qui s'est installée, qui nous lâche plus. La tension, en fait, elle monte et elle ne redescend jamais, enfin quasiment jamais. Et en fait, c'est aussi nourri par le fait que, en termes de scénario, il n'y a pas grand-chose à quoi on peut s'attacher en tant que spectateur. C'est-à-dire, les personnages sont pas spécialement attachants, on les voit évoluer, etc. On sait pas trop ce qu'ils font. On sait qu'ils mangent, mais ils n'ont pas d'électricité. Mais a priori, c'est pas tellement un problème pour leur quotidien. Je mets au défi quiconque de comprendre l'architecture de la maison, qui est complètement improbable. Moi, je comprends pas du tout cette maison. Il y a une porte rouge. Voilà. On sait qu'il y a une porte derrière, voilà. Mais après, on voit des personnages déambuler dans des couloirs. Moi, j'ai pas compris, voilà. Et je trouve que ça participe en fait au malaise permanent qu'on ressent. Et surtout, le cœur du film se fait autour du personnage du jeune garçon, donc le fils de la famille, et du fait qu'en fait, il fait des rêves assez perturbants et choquants, et donc en fait, il encaisse, comme nous, spectateurs, toute cette tension qui s'accumule au fil des jours, de crainte de l'intrus, de qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va être menaçant ou pas, etc. Des réactions de ses parents, de son père qui est un peu border par moment. Et en fait, chaque nuit, en fait, il digère ce quotidien plein de tensions pour en faire des cauchemars absolument terrifiants. Et en fait, je sais que
le film a suscité beaucoup de critiques et de théories par rapport à son titre It Comes at Night, parce que c'était présenté comme un film en fait d'invasion ou de monstres, d'épidémies, etc. Au cours du film, on peut avoir plein de théories justement on voit l'homme malade. C'est ce que je trouve vachement intelligent dans le film. C'est la façon dont la tension elle est construite. Elle vient de plusieurs endroits. En fait, on ne sait pas si le dénouement dramatique va venir des pulsions sexuelles de l'enfant, du gamin, du virus, d'envahisseurs extérieurs, etc. Et c'est vrai que ça arrive à maintenir comme ça cette interrogation. On passe son temps à regarder le film en se disant quand est-ce que ça va partir en couille et qu'est-ce qui va partir en couille, et ça c'est assez intelligent. Surtout que naturellement au départ on pense que ça va être le père, le personnage principal, puis finalement ça glisse vers le fils. Il y a ces intrus qui sont mais qu'on découvre petit à petit, dont le sosie de Jon Snow, ça m'a beaucoup perturbé la première fois, mais qui joue dans Girls, la série. Et d'ailleurs autre série, la jeune femme joue dans The Girlfriend Experience, si vous voulez la voir sur toutes les coutures. C'est dans cette série. Bref, et donc le fait en fait que donc il y ait tout aussi ce titre, en fait, donc le titre du film, comme tu dis, participe aussi du fait qu'on se pose des questions pendant tout le film, c'est-à-dire qu'est-ce qui va venir la nuit, qu'est-ce qui vient la nuit. Et en fait ma théorie, du coup je vous expose ma théorie qui est en fait que le film part bien sûr de la peur de l'autre, donc avec cet intrus, donc ça c'est une évidence puisqu'il arrive et que ça perturbe le quotidien de la famille, mais en fait pour moi ce qui arrive la nuit c'est pas l'autre, c'est soi en fait, et c'est les cauchemars du gamin nous disent ça en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la nuit on se retrouve tout seul avec soi-même et qu'on digère toute cette tension et qu'on en fait soi-même des obsessions et des peurs, finalement on se détruit soi-même, et c'est ça en fait la plus grande peur qu'on doit avoir, c'est peut-être nous-mêmes et ce qu'on fait, comment on peut être transformé par notre environnement en le digérant ainsi la nuit. Surtout que le film a un côté très intéressant, c'est son discours sur la famille, puisque habituellement dans les films américains, la famille c'est la sacro-sainte cellule qui est celle qu'on doit défendre à tout prix, etc. Alors qu'au final, ici, c'est cette conception de famille qui va tout fausser, puisque quand on dit famille, on dit ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas de notre ADN est potentiellement un étranger, c'est-à-dire que finalement toutes les crispations de l'Amérique se resserrent en une seule maison, pourtant avec un couple interracial. Et je pense que c'est là que ça a son intérêt dans le film. Et pourtant, des étrangers, c'est-à-dire là des gens qui ne partagent pas le même ADN que nous, on va les accueillir, mais on va quand même douter d'eux parce qu'on ne partage pas le même ADN qu'eux, parce qu'ils ne sont pas vraiment de la famille. Et là, je trouve le film vachement intéressant là-dessus. Et juste pour conclure, en gros, moi j'ai choisi ce film parce que c'est un film qui garde vraiment son mystère et qui donne pas toutes les clés aux spectateurs et qui nous laisse notre liberté justement de rêver et d'inventer des choses autour du film. Et voilà, c'est pour ça qu'il est top. Alors, qui ne l'a pas aimé? Xavier, comme d'hab. Dubitatif. Je vais t'appeler comme ça maintenant. Dubitatif, à toi. Je suis désolé. Hein. Je t'ai pas convaincu, là. Non, mais en plus, ça me... Nous, on a tous aimé Baoubali. Franchement, t'es pas sympa. Moi, je l'ai pas vu. Je suis désolé, mais en fait... Je l'ai pas vu, mais je vais regarder. Je vais pas aimer, tiens. Mais en plus, j'aimerais dire que j'ai juste pas aimé It Comes at Night, mais j'ai détesté, en fait. J'ai littéralement détesté ce film. J'ai pissé sur l'écran. Non, mais vraiment, pour moi, en fait, ce film c'est une vaste fumisterie. C'est du rien, c'est du vide. Après, ce que tu viens de dire, Véronique, c'est horrible ce que tu viens de dire. Moi, j'ai pas trop aimé, mais du coup, je vais rien dire parce que... Bravo. Ça m'a touché ce qu'elle a dit. Pour moi... T'es pas gentil. Pleure pas. Pour moi, en fait, le mec a laissé des trous béants dans son scénario pour finalement laisser au spectateur remplir ce qu'il veut dedans, pour donner du sens. Et finalement, c'est juste du rien. Enfin, pour moi, c'est juste pas... pour moi, le film est pas écrit. Hein, je suis désolé. Parce que t'as pas de quoi le remplir. Il y a des trucs aberrants. Il y a un moment. T'as pas de vie, t'as pas d'âme. Non, mais globalement, je me suis royalement emmerdé devant. Vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Il y a un moment, c'était juste, mais ça s'arrête quand, en fait, quoi. Laurent tout à l'heure disait qu'il attendait tout le temps qu'il se passe quelque chose. Moi, j'attendais de regarder Maman tout le temps. Je regardais. Mais en fait, moi, c'est un film que je regarde de pas avoir vu en salle, en fait, parce que moi, je suis un peu hyperactif et je pense que l'avoir vu chez moi, j'ai papillonné, j'ai pas mal pensé à d'autres choses à des moments. J'étais pas à fond dans le film, et je pense que quand t'es dans l'ambiance de la salle avec la musique, le son et tout, ça doit être mieux joué quand même. Peut-être, je sais pas. Et je regrette de pas l'avoir vu du coup en salle. Mais moi vraiment, pour moi, il y a des gros problèmes scénaristiques qui sont. Je suis même étonné qu'on puisse encore laisser des trous béants comme ça dedans. Il y a un truc, c'est que donc c'est distribué aux États-Unis par A24, donc c'est une boîte qui fait ce qu'on appelle beaucoup de elevated genre, c'est un terme à la con que j'aime pas trop, mais qui en gros c'est du film d'auteur de genre, quoi. C'est eux qui ont sorti The Witch par exemple et tout, qui ont sorti récemment Ghost Story, et donc il est sorti celui-là. Mais en fait, moi c'est des films qui des fois, enfin autant Ghost Story j'aime bien, autant c'est des films des fois je me dis putain je me sens un peu, c'est pas mon truc, vous allez comprendre d'ailleurs que mon film de l'année assez antinomique, et du coup le
celui-là, tout le long, j'étais là. Mais en fait, je trouvais ça bien, mais d'un côté, je me faisais un peu chier. Et je me suis dit, bon, ça se trouve, un peu comme pour The Witch, je suis peut-être passé à côté. Est-ce que t'avais pas aimé The Witch non plus? The Witch, je trouve ça bien sur la fin, mais tout le long, je me suis quand même fait chier. Que moi, j'avais adoré, par exemple. Et du coup, je me suis dit peut-être que je suis peut-être que je suis passé à côté, mais mon avis de Xavier me fait penser peut-être que non. Par contre, un truc qui était bien, qui m'a bien plu, c'est que j'avais vu plein de gens qui me disaient putain, on se fait chier, faut attendre la fin pour qu'il se passe quelque chose. Et en fait, c'est faux. Le film, tout de suite, il y a des trucs dès le départ. Donc, il y a des trucs dès le départ. Il se passe plein de choses tout le long. Et voilà, ça m'a un peu. Mais je pense que laisser le spectateur seul aussi avec ses doutes, ça fait partie du film en fait. Soit c'est un choix, soit c'est un truc de branleur. C'est entre les deux. Après, c'est question de sensibilité, question de point de vue. Voilà. Moi aussi, je me posais les questions, du coup, savoir quand est-ce qu'il va se passer quelque chose, mais quand ça se passe, même si c'est finalement assez attendu, c'est vraiment, c'est psychologiquement, moi j'ai trouvé ça assez dur. Le dénouement. Tu l'as vu en salle ou chez toi, Xavier? Tu l'as vu en salle ou chez toi? Non, du coup, moi j'avais loupé, donc je l'ai vu chez moi. Et autant là, non mais c'est pour ça que je disais peut-être qu'effectivement en voyant en salle ça aurait peut-être changé quelque chose. À côté, tu vois, où t'es plus dans le truc. Mais j'avoue qu'en dehors de la fin que j'ai aimé, le reste m'a vraiment fait chier quoi. Allez Xavier, à toi. Cyril, en plus je te regarde. Tu me confonds. J'ai des cheveux. Sois honoré. Je suis pas un BG comme Xavier, mais voilà quoi. Donc moi j'ai choisi un film de poète, un film tranquille et tout, qui s'appelle John Wick 2. Voilà. Mais en fait, si vous avez vu le descriptif du podcast sur internet, vous savez à l'avance que c'était ce film-là, parce que c'est le dernier de la liste qu'on aurait cité, qui n'est pas à la base un film à proprement parler fantastique, parce que le principe du PIFCAS, c'est qu'on reste quand même dans le fantastique, on essaie quand même de parler de films fantastiques, mais vous allez voir pourquoi, pour moi, John Wick 2 rentre dans la case du fantastique. Donc John Wick 2, c'est la suite de John Wick. Viens les enfants, c'est pas mal. Donc à la base, John Wick 1, c'était réalisé par Chad Stahelski et David Leitch, qui sont en fait tous les deux des cascadeurs. Leitch, qui sont des cascadeurs dans la vraie vie. En fait, ils ont fait beaucoup de cascades depuis longtemps. C'est des vétérans d'Hollywood. Pour information, Chad Stahelski, qui a réalisé tout seul le 2, et je parlerai vite fait de David Leitch après. Il a beaucoup doublé en fait Keanu Reeves, genre dans Point Break, dans Matrix et tout. C'est un gars qui a souvent eu à doubler Keanu Reeves. Donc je pense que quand il a eu ce projet-là, ils ont pensé directement à lui. Et d'ailleurs, Keanu Reeves est absolument parfait dans ce film. Un petit mot, en fait le premier à la base c'était un film qui... Attends, Laurent apparemment opine du chef, mais c'est peut-être pour dire qu'il est content. Je hoche du chef. Du chef. Juste pour information, le premier film en fait avait coûté très peu, genre 20 millions, et a rapporté 76 millions de dollars dans le monde, ce qui fait que forcément Hollywood, quand tu fais un tel succès, on te dit tu peux faire la suite. Et ça tombe bien parce que la suite, je vais revenir vite sur le scénario 2, et la suite elle est bigger and louder par rapport au premier. Juste l'histoire du premier, c'est un truc très simple, c'est Keanu Reeves, en gros, il est avec son chien, et il y a des gens, ils vont lui tuer son chien, ils vont capturer son chien. En fait, il vole sa voiture. Voilà, il vole sa voiture et tue son chien. Et c'est le meilleur pitch de l'univers. Et lui, il veut juste... Cite Xavier qui disait à l'instant qu'il n'y avait pas cette scénario dans le film. Il y en a plus dans ce pitch que dans Tweet Comes at Night. Le principe, c'est qu'il veut juste à la base récupérer sa voiture, en fait, à la base, parce que le chien, c'est un spoil, mais bon. Et en fait, c'est un peu comme dans Payback, qui est on le voit dans la adaptation d'un autre film de Point Blanc, je crois, avec Marvin, voilà, ça. Et c'est le principe il veut juste récupérer sa bagnole. En fait, il s'en fout tout le reste. Des fois, il lui propose des millions. Il fait non, mais je veux juste ma bagnole. Donc tout le long, dans le 1, il veut récupérer sa voiture. Spoiler alerte, il la récupère à la fin. Et donc on arrive sur le 2. Voilà. Eh bien non. Non, il la récupère au début du 2. Il la récupère pas à la fin du 1. Oui, c'est vrai, putain. Il venge le chien. Et donc pourquoi le film est fantastique, pour moi, à mon sens, fantastique, c'est que le 1 pas vraiment. Le 1 pas vraiment, mais c'est les prémices, on va dire. C'est qu'en fait, ça décrit une sorte d'univers. Non, mais parce que tu n'as pas expliqué qui est vraiment John Wick. En fait, tout le long du film, on voit John Wick et tout, on voit Keanu Reeves, voilà, et tout le monde, dès qu'on parle de lui, ils font putain, mais t'as pris la voiture à John Wick tout le temps, c'est ça, il y a une sorte d'aura qui se crée, une sorte de mythologie qui se autour de Keanu Reeves. T'as une iconisation du personnage type un peu Carpenter, quoi. Et lui, il est tout calme, il est tout piqué les carottes de John Wick. Voilà, et ce qui est marrant, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est qu'à la base, j'ai pas voulu voir le premier film parce que je confondais ça avec Jack Reacher, avec Adam Cruise. Et j'ai toujours fait le mélange des deux dans ma tête. Et en fait, quand le 2 est sorti aux US, il pétait un câble sur le film en disant mais c'est mortel, c'est ultra gore et tout, c'est une violence inouïe et tout. Et forcément, ça me parle quand on parle comme ça. Moi, j'ai envie de le voir. Du coup, je me suis quand même fait le 1 que j'ai adoré. Et quand j'ai vu le 2 au cinéma, donc cette année, j'étais sur un petit nuage. En sortant, j'ai fait c'est le meilleur film de l'année. Alors que je l'ai vu, je crois, en juin, un truc comme ça, quoi. Et donc tout le long du film, un claquage de beignet, comme on dit chez les jeunes. Et en fait,
Le principe, donc, c'est que Keanu Reeves, c'est une sorte de demi-dieu en tout, quoi. Parce que tu n'as toujours pas dit qui est John Wick. Voilà, c'est Keanu Reeves. En fait, c'est une sorte d'ancien tueur, d'une sorte d'organisation de mafia, mais ça va beaucoup plus loin qu'un truc mafieux à la Coppola. C'est vraiment une sorte d'univers où en fait les mafieux ont des règles entre eux. Il y a c'est une internationale des tueurs. Voilà, c'est une internationale des tueurs aux règles extrêmement strictes, et où tous les tueurs ont une sorte de politesse, voilà, ils respectent le truc et tout, de respect qui force l'admiration. Par exemple, il y a un hôtel, le Continental, qui d'ailleurs va devenir apparemment un spin-off à lui tout seul, où en fait, quand ils sont dedans, ils ne doivent pas se tirer dessus, ils doivent respecter le principe du lieu. On ne verse pas le sang dans le Continental. Il y a tout le long du film, il y a une sorte de monnaie, une sorte de pièce d'or qui est un truc interne à eux, et en fait, ça vaut énormément d'argent apparemment, et tu peux avoir des services comme ça, et donc il y a une sorte d'univers qui s'est créé dans le 1, c'était les prémices, mais dans le 2, ils ont complètement péter un câble et ça ressemble vraiment à un comic book, ça va vraiment plus loin, il y a des trucs de fou, n'importe qui peut être potentiellement un tueur en fait, je dis pas qui parce que je voulais laisser quand même la surprise dans le film, mais tout le monde en fait, tout le monde peut dire un tueur, et à la fin du film, mais c'est en ça, il y a un 3 qui est prévu, mais tu te dis mais je veux voir le 3. Le 3 ça va être l'apocalypse, c'est clair. Mais en revanche, là où j'étais un tout petit peu déçu par le 2 quelque part, c'est que c'est quand même un gros rip-off d'une des meilleures scènes de Matrix. Le Burly Brawl Non. Quand Keanu Reeves dans Matrix est poursuivi par l'agent Smith qui n'arrête pas de se réincarner dans différentes personnes de la Matrice. Et en fait, finalement, John Wick 2, c'est ça. C'est très influent. C'est John Wick qui doit échapper à plein de tueurs et il peut être dans la rue n'importe où et on ne sait pas qui vont être les tueurs. Et puis, il y a quand même Laurence Fishburne qui apparaît dans le film. C'est leur premier film ensemble depuis Matrix en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait encore plus le rapprochement avec Matrix. T'as presque l'impression qu'il va lui proposer des pilules. Et ce que j'ai pas dit sur donc Keanu Reeves dans le film, c'est qu'à la base il est un expert donc je disais en tout, mais en logistique, qui peut très rapidement dans un pays se débrouiller, avoir tout ce qu'il faut et tout. Mais donc c'est un combattant hors pair en arts martiaux. Et dans le film, je peux dire qu'il arme à feu, mais il défonce des glottes à tour de bras. Il défonce des le body count, je crois qu'il est plus de 140 dans le 2 ou d'une centaine dans le 1. Il y a plus de 100, ouais. Et dans les armes à feu aussi, il est très très doué, mais c'est limite tactique. Je pense que quelqu'un qui s'y connaît en armes à feu, là, je pense à Fatih Bédard par exemple, te dirait que par exemple le mec, c'est la façon dont il se d'ailleurs, justement, dans le 2, il y a un truc comme ça, il dit je fais quelque chose d'élégant et de tactique. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait une vidéo de son entraînement. De l'entraînement de Keanu Reeves pour John Wick 2 où c'est impressionnant, il y a un mec qui le suit au smartphone en plan séquence pendant son entraînement où il fait exactement le même truc que dans le film, il dégaine le gun, il tire sur 3 cibles en 2 secondes, il recharge, après il vire le gun, il sort dans le même mouvement un fusil à pompe, enfin c'est hallucinant. En fait, ça fait penser à un film que j'aime bien mais qui a pas réussi totalement ce que John Wick réussit, c'est Equilibrium où il y avait ce côté gun kata où en fait limite les arts martiaux ils appelaient ça du gun fou. Gun kata, ils appelaient ça. Et le principe c'était que le tirer devenait carrément un art martial avec des règles, avec des mouvements précis et tout à respecter comme un kata d'arts martiaux. Et là, je trouve que c'est vraiment ça. Il y a un côté très jeu vidéo. D'ailleurs, dès qu'il tue des nobody dans le film, c'était vraiment des silhouettes, on s'en fout. Il tue un tas de gars. Je pense toujours à la scène de Snake Powers où on voit l'homme de main et sa famille qui était. Parce que là, il tue, mais il dézingue des humains, mais en mode vénère et tout, quoi. Il y a des sortes de boss de mini-niveau. C'est vraiment c'est un beat'em all le film, quoi. Et j'ai kiffé quoi, putain, j'ai kiffé quoi. Je vous jure, j'étais avec des amis qui m'ont fait putain, il est chiant ton film, il est long. C'est pas vraiment aimé, c'est un plaisir coupable, mais est-ce que vraiment non, c'est pas genre en mode j'aime bien parce que j'ai laissé mon cerveau à l'entrée. Non, j'ai surkiffé. C'est un peu comme à toute proportion gardée, c'est un peu comme The Raid en fait, c'est le genre de film. J'ai envie de dire, le film d'action américain font plus trop ça en ce moment, c'est plus ce niveau-là. J'ai vu la même année Transformers 5 qui pour moi est le pire film de l'année et pour moi c'est l'antithèse du film d'action. John Wick ça revient des trucs beaucoup plus terre à terre, c'est des humains et c'est un côté voilà. Mais après c'est des pains dans la gueule quoi. Ouais. Et c'est très hongkongais encore une fois. Voilà, mais ça peut être, comme c'est très répétitif, ça peut vraiment saouler. Moi j'ai adoré quoi. Voilà. Bon, je pense qu'on a rendu justice aux oubliés du top. On finit en musique avec Cyril. Et donc on va inaugurer cette nouvelle rubrique. Alors en fait, on va pas parler de musique de film dans le sens historique. Alors, on va plutôt parler des sorties parce que je suis un gros fan de vinyle et c'est d'ailleurs le cas autour de moi dans cette table. J'en shoot mon micro et du coup c'est un peu pareil de ce qui va sortir dans les ou qui est sorti. Voilà, c'est un peu pareil de mes petits goûts perso, de ce qui est arrivé, de peut-être vous donner des envies de films ou de musique à écouter. Juste un tout petit mot là, on a appris là récemment la mort de Shuichi Ishikawa, qui était un des principalement compositeur de Tukamoto. Tetsuo. Voilà, donc on est triste parce que c'était en musique brutiste, en musique noise, c'était quelqu'un d'assez doué. Pour information, est sorti en vinyle d'ailleurs chez Kaiju Theater, donc qui est la boîte de prod de Tukamoto, le vinyle de la musique de Tetsuo 1, donc c'est pas, en plus le disque est pas très cher, donc si vous pouvez y aller, franchement je vous le conseille énormément. Juste par deux trois sorties récentes qui m'ont un peu plu, donc je vous en parle. Il y a un coffret de fou sorti chez Mondo autour des films de Freddy,
Freddy, donc pas les BO dans le sens musique pop qu'on entend dans les Freddy, mais vraiment les scores des Freddy, sachant que quand même pour Freddy 1 il y avait Charles Bernstein, pour Freddy 2 Christopher Young. Pour Freddy 3, Angelo Badalamenti. Alors Christopher Young c'est Hellraiser, Badalamenti c'est beaucoup Twin Peaks et donc beaucoup Lynch, voilà. Beltrami, il n'en avait pas fait un? Non. Il y avait Brian May qui a fait Mad Max 1 et 2, qui a fait d'autres trucs, qui a fait la musique du 6. Et voilà, donc c'est un gros coffret qui est très cher, un peu plus de $200. Mais il est super beau et il y a donc 6 BO dedans, enfin 7 avec Freddy Sort de la nuit, voilà. Et ça vaut vraiment le coup. Aussi une belle sortie chez Mondo, pour situer, c'est un éditeur américain qui fait beaucoup à la base d'affiches, de reproduction d'affiches très jolies. Enfin, pas des reproductions, mais des adaptations d'affiches, des réappropriations d'affiches. Et ils ont mis à faire de la musique il y a comme 2-3 ans. Et ils font des belles ressorties. Et ils ont ressorti cette année, enfin l'année dernière du coup, la BO de Batman Returns, donc Batman le défi en français, par Danny Elfman. Et qui est ressorti en extended, donc avec tous les morceaux qu'on n'avait pas entendus forcément à l'époque. Et cette musique est juste sublime. Je ne peux que vous conseiller ce vinyle si vous pouvez. Peut-être la meilleure BO de Elfman, ouais, c'est une des meilleures en tout cas. Elle est sublime et c'était une des meilleures BO d'un Batman. Juste vite fait parler des meilleures sorties de l'année en film récent, en vinyle, mais des films qui sont sortis cette année, donc on n'a pas forcément parlé ici. Il y a la guerre pour la planète des singes, War of the Planet of the Apes, par Michael Giacchino. Alors pour vous savoir, Giacchino, il a commencé d'abord beaucoup dans le jeu vidéo, les Medal of Honor. Après, il a beaucoup bossé avec J. Abrams, pas mal avec Brad Bird, et depuis maintenant, ça y est, il fait un paquet de trucs. Mais il a signé, je pense, à mon sens, une des plus belles BO. Je sais pas si vous l'avez encore en tête, la BO du dernier film de la trilogie des Planètes des singes. Est-ce que ça va écoutez-la en solo, vous allez voir, elle est sublime. Une autre BO, je trouve très très bien cette année, qui est sortie, qui est disponible en vinyle chez Mondo, c'est la musique de The Girl with All the Gifts, dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai adoré cette BO. Ouais. C'est Cristobal Tapia de Vir qui avait fait la BO des deux séries Utopia en fait, et c'est des musiques un peu brutistes, un peu électro, très très avec des boucles répétitives et tout. Voilà, on est très dans le principe du mantra. D'ailleurs, The Girl with All the Gifts aurait pu être un des films à mettre plus haut dans les tops de 2017. J'ai hésité à le mettre, moi, mais c'est un de mes films préférés de l'année. Pareil. Une BO magnifique, celle de la série télé Last Man. Alors voilà, on la doit à Fred Avril, donc qui a d'ailleurs bossé avec Xavier Jameau, un des membres du jury il y a de la dernière, sur une BO d'un film de Johnny To qui s'appelle Sparrow, et Philippe Montaigne. Ils ont fait donc une des meilleures BO de série télé. Alors la série télé est sortie en 2016, mais c'est vraiment en 2017 qu'elle a eu son heure de gloire, on va dire, parce que c'était la fin d'année, donc vraiment. Mon fils écoute la BO en boucle. Voilà, c'est une musique super. Un autre compositeur qu'on aime bien au pif, parce qu'on l'a eu dans le jury, c'est Rob. Et cette année, il a sorti beaucoup de BO, et je vous conseillerais celle de Un ciel radieux, qui est une datation de Taniguchi par Mikhail Boukrieff. Et la musique, elle est en téléfilm pour Arte. Voilà, téléfilm pour Arte, et la musique est sublime. Ça rappelle beaucoup la BO de Eyes Wide Shut, avec les chœurs et tout, c'est super beau. Et d'ailleurs, il a sorti ça sur son label Hippocampus. Il sort lui-même ses propres BO. Elles sont vraiment pas chères, genre à 15 € le vinyle. Et vous pouvez retrouver chez lui Made in France, Planétarium, Seul et Le Bureau des légendes, sorti dans ce label-là. Et il vient de faire la BO de Revenge, film de Coralie Farja, qui sort bientôt en salle. Tout à fait. Et qui était au pif, tout à fait. Dernier truc, je sais pas un film, mais c'est une BO qui pour moi est peut-être la meilleure BO de l'année, tout confondu. C'est la BO d'un jeu vidéo qui s'appelle Nier Automata, et je voulais en parler parce que cette musique, grand jeu aussi. C'est très Kenji Kawai dans l'esprit. Donc c'est vrai que je parle de ça aujourd'hui parce que c'est un peu cinématographique, mais c'est l'occasion d'écouter la BO de Nier Automata de Kenshi Okabe, sortie chez donc Square Enix. C'est vrai qu'elle est géniale. Elle est juste sublime. Alors il y a une version 3 CD avec l'intégralité, et le vinyle c'est Nier Automata et un autre, le précédent Nier qui sont ensemble. C'est des sélections, mais c'est quand même les meilleurs morceaux. Et voilà. Et donc pour information, Kenji Okabe était à la base un vétéran du jeu vidéo. Il a beaucoup bossé chez Namco. Il a fait la musique des Tekken, de S Combat. Voilà. Et donc elle fonctionne bien la BO. Parce que moi j'ai fait le jeu et j'adore le jeu, mais j'ai remarqué que la musique était très bien, mais je l'ai pas écouté en dehors du jeu. En fait, moi je l'ai pas du tout fait jouer au jeu vidéo. C'est un ami, donc Talal pour ne pas le citer, qui m'a dit écoute cette BO, elle est démente et tout. Et Talal qu'on salue. Voilà, qu'on salue. Et du coup, effectivement, cette BO démoule. Et je vous conseille donc Nier Automata. C'est du Kenji Kawai de la grande époque et tout. C'est sublime. Et les principes de ce petit point musical, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec mes histoires, c'est de vous faire écouter un morceau qui peut être d'un film qui n'est peut-être passé à côté, vous n'avez peut-être pas forcément eu vent que cette BO était vachement bien, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est la BO d'un film qui s'appelle Lost River. Et là, je sais que Laurent va être tout à fait content. Alors, qu'est-ce que est Lost River ? Lost River, c'est un film, le premier film de NWR. Ah non. Non, mais presque. De Ryan Gosling, en fait. Voilà. Le film, il est ce qu'il est. Voilà, je vais être poli. Mais la musique, elle est démente. Elle est vraiment démente. Et c'est bizarre, personne n'en a jamais trop parlé. Alors que pourtant, pour moi, c'est l'atout du film, c'est cette musique. Elle est sortie dans une super édition vinyle, un triple vinyle avec l'intégralité du score. Et chez Italians Do It Better. Voilà, en fait, c'est le label
créé par donc Johnny Jewel, donc Johnny le joyau. Il a créé ce label. En fait, il a lui-même plusieurs groupes comme Glass Candy, comme Chromatics et tout. Et en fait, il a à la fois donc il a ses groupes à côté. Et c'est lui qui a composé toute la BO du film, à la fois sur son propre nom, à la fois sur le nom Chromatics ou le nom de Glass Candy, voilà. Et donc Chromatics qui a signé un des morceaux les plus marquants de Drive. Voilà. Et donc on va écouter. D'ailleurs, c'est le tout premier morceau de la BO, mais si vous avez l'occasion d'écouter, écoutez juste derrière les 3 premiers morceaux de la BO. Rien que ça va vous plaire. Et là, on va écouter le tout premier. Ça s'appelle Tell Me. Et il se trouve qu'au chant, on va retrouver l'actrice principale de Lost River, qui a un nom impossible à dire si tu n'es pas habitué. Saoirse Ronan. Voilà, qui est l'actrice qu'on avait vue dans le film de Peter Jackson, The Lovely Bones. Voilà. Donc c'est elle qui chante, et c'est un super beau morceau. Juste rapidement, je tiens à dire que donc Ryan Gosling, qui a réalisé Lost River, est aussi chanteur, compositeur. Il a un groupe qui s'appelle Dead Man's Bone. Je vous ai peut-être déjà saoulé avec ça, mais j'en profite pour le replacer, c'est vachement bien. Et The Lost River est une adaptation d'une de ses chansons. Donc c'est un film assez personnel pour le monsieur. Et avant d'écouter le morceau, on voulait vous remercier d'avoir écouté ce Pifcast. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur cette nouvelle formule. On les écoutera ou pas, on verra. Cyril, qu'est-ce qu'on écoute ? Donc on écoute Tell Me avec Saoirse Ronan par Johnny Jewel. Bye bye. Bye bye. Ciao. Tell me I'm your baby and you never leave me. Tell me that you'll kiss me forever. Whisper that you love me, that you never leave me. Be mine for always. I'll be yours forever. Tell me I'm your baby.